On a rarement l'opportunité de le faire, mais puisqu'on attend les gens qui se connectent doucement, je viens de voir apparaître Christine. Est-ce qu'on pourrait juste laisser l'opportunité, parce que je vois Manon, je vois Monsieur Caillot, je vois Xavier Petitjean, peut-être vous donner l'opportunité de vous présenter, parce que nous, on vous a tous déjà croisés à telle ou telle réunion d'usagers partenaires ou au séminaire, mais peut-être c'est l'occasion juste en 2 mots que vous puissiez nous dire qui vous êtes, ne serait-ce que pour nos intervenants qui sauront ainsi à qui il s'adresse. Alors peut-être je vais distribuer la parole comme ça, c'est plus facile. Xavier, est-ce que je peux vous laisser commencer? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, je suis effectivement Xavier Petitjean et je suis le délégué départemental de l'AFM Téléthon. Donc, on va dire la structure associative de l'AFM Téléthon qui regroupe toutes les familles qui le souhaitent, bien sûr, qui sont concernées par des maladies neuromusculaires. Merci beaucoup, Xavier. Comme ça permet de savoir aussi à qui on s'adresse. C'est plus Avec sympa, je plaisir. trouve. Tout à fait. Monsieur Caillot? Alors, Monsieur Caillot, on ne vous entend pas en revanche. Bonjour. Ah, je ne sais pas si vous avez un problème de micro, Monsieur Caillot, mais on ne vous entend pas. On vous voit parler, mais on ne vous entend pas. Alors, Manon, peut-être je te laisse prendre la main. Oui, bonjour à tous et toutes. Je suis Manon Armenteras, je suis patiente partenaire bénévole au CHU et je suis présidente d'une association qui s'appelle Endocyclopédie qui vise à diffuser des informations et toutes les ressources existantes sur l'endométriose aux professionnels et patientes. Et je suis aussi coordinatrice générale de l'association Endozen qui met en œuvre des activités pour les patientes atteintes d'endométriose ainsi que les professionnels. Et je travaille sur le projet parcours de soins endométriose avec la CPTS de Montpellier Sud et Ouest et la filière Endoccitanie. Merci beaucoup, Manon. Alors, Monsieur Caillot, est-ce qu'on retente? Ah ouais, non, malheureusement, on vous entend, oh, sauf si c'est que moi, mais non, on vous entend pas, On Monsieur m'entend pas. Caillot. Et le chat, pousse-toi. Allez-y, allez-y, Monsieur Caillot, essayez. Non, là, vous avez coupé votre micro. Non, Non, malheureusement, ça marche pas. Alors, je vais passer la parole. J'ai vu qu'Iléna, juste en quelques mots, on essaie de faire une petite présentation de celles et ceux qui ne sont pas des professionnels du CHU et qui sont justement dans notre communauté d'usagers partenaires pour dire qui vous êtes et qu'on puisse voilà, savoir un peu à quels intervenants on s'adresse. Bonjour Léna. Bonjour, donc je suis Léna Mansec, je suis patiente experte, patiente partenaire et je suis administratrice et déléguée régionale de l'association CMT France, donc neuropathie périphérique héréditaire. Et donc c'est le premier webinaire auquel j'ai le plaisir de vous rejoindre puisque les bénévoles sont très occupés comme vous savez. Ouais, mais merci en tout cas Léna de le faire. C'est chouette de se voir en dehors du COPS, ça nous change. Et c'est très Oui, gentil de vous être connecté. Merci beaucoup. merci. Alors, ensuite, si je continue, Myrène. Alors, Myrène, je tente. Myrène Beachetegui, si je le dis bien. J'espère que je n'ai pas trop écorché. Merci, Myrène, de nous Pas de rejoindre. souci. Oui, bonjour. Je suis patiente partenaire et patiente experte sur la migraine chronique. Je suis dans le répertoire du COPS. Je viens d'être nommée représentante des usagers au CHU en tant que suppléante. Donc, c'est ma première réunion un peu de ce type avec vous. Et je suis également bénévole à l'association de patients La Voix des migraineux, dont j'étais administratrice pendant 2 ans. Voilà, je Merci, suis ravie Myrène, et d'être là. bienvenue. Et on est très content que vous nous rejoigniez en avance de phase, puisque vous aurez demain votre première commission des usagers. Donc, merci de nous avoir rejoints, c'est super. Ensuite, si je fais le tour des usagers partenaires, n'hésitez pas à vous signaler si je ne vous ai pas laissé la parole. Monsieur Caillot, je retente. Oh là là, c'est désespérant. Ça ne marche pas. Non, on vous entend toujours pas, Monsieur Caillot. Je suis vraiment navrée. Alors, je vais laisser la parole peut-être. Qui c'est que j'ai pas? Adèle Fontaine.
Oui, oui, oui. Du coup, moi, je suis chef de projet au Gradi Santé Occitanie et du coup, on est là pour présenter le Ok. DMP. Bienvenue Adèle, excusez-moi, j'ai essayé de faire le tour de ceux qui étaient Non, usagers, non, pas de souci. partenaires, mauvaise pioche. Vous m'avez pas Ouais. mis le fond d'écran qui me guide avec marqué e-santé Occitanie, ça m'a complètement perturbée. Oui, j'ai pas trop de réseau, du coup, ça coupe ma caméra. Pas de problème. Alors Vanessa, Oui, bonjour. Je suis ancienne à Tech en neurochirurgie pendant 15 ans, tout en étant mutualisée sur d'autres secteurs. Et je me suis toujours intéressée aux droits des patients et à l'usage de leurs données, entre guillemets, et également le contact avec les patients par la patientèle déjà dans les soins, en plus des essais cliniques. Là, actuellement, moi, je suis à la promotion externe à la DRI en changement, après peut-être plus tard en mobilité, on verra plus tard. Donc pour l'instant, j'en suis là. Et donc je m'intéresse aussi au développement du médicament parce que j'ai des masters 2 de ces thématiques-là. Et à la pharmacie clinique forcément et tout ce qui est pharmacovigilance aussi. ok, merci Vanessa. Alors, dernière prise de parole, je pense que c'est Neza que je n'ai pas saluée. Bonjour. Donc, moi, je suis Neza, je suis cofondatrice de l'association Cause pour Naël. On est une association qui lutte contre les cancers pédiatriques à travers des événements solidaires ou sportifs. Et du coup, on est conventionné par le CHU et l'ICM sur 3 projets au niveau du service oncologie, soins protégés et hospice de jour. Ok, merci beaucoup. Alors maintenant que je vous remercie à tous d'avoir fait ce petit tour d'écran pour celles et ceux qui sont invités, participants, on va dire, je vais ensuite laisser la parole à nos intervenants. Avant ça, un mot pour vous remercier tous de vous être connectés sur ce sujet qui est important. C'est donc dans le cadre de webinaires, je le dis notamment pour Myrène et Léna qui n'étaient pas là précédemment, on essaie d'organiser chaque mois des webinaires qui rassemblent à la fois des professionnels du CHU et des usagers partenaires, donc dans son sens le plus large, de façon à partager sur des sujets d'actualité, des sujets qui intéressent à la fois les usagers et les professionnels, et de laisser le temps d'abord à une présentation expert, on va dire. Donc là, en l'occurrence, on aura Cyril pour la pharmacie et Laurent et l'équipe du GRAD sur la dimension espace santé. L'objectif, c'est de présenter un sujet et ensuite de laisser libre cours à des questions-réponses à la fois de nos usagers et de nos professionnels, parce que notre enjeu, c'est d'essayer d'améliorer l'information ou les explications qui sont données sur tel ou tel sujet, de favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre les usagers partenaires et nos professionnels, et si besoin, de faire des travaux complémentaires, de faire des appels à candidature de celles et ceux qui seraient intéressés pour poursuivre. Donc, merci à tous pour votre présence. Et donc, on va pour la seconde fois cette année évoquer le sujet de mon espace santé en lien avec la pharmacie clinique, puisque suite au premier webinaire qu'on avait fait en juin dernier, mai dernier, je me souviens plus, en avril dernier, on avait reçu pas mal de demandes et on s'est dit que c'était bien de poursuivre sur le volet pharmacie clinique qui s'est bien emparé de cet outil. Donc Cyril, Laurane, Stéphanie, je vous laisse la main. Merci à tous. Très bon webinaire. Merci. Alors, j'espère que vous m'entendez tous et que mon micro marche bien. Oui. Du coup, je vais me présenter. Moi, je suis Cyril Brecker, donc je suis pharmacien au CHU de Montpellier. Je suis également enseignant à la faculté de pharmacie de Montpellier. Et monsieur Petitjean, on s'était croisés parce que je suis également à l'unité de recherche FIMEDEX. Et on a eu le séminaire il y a pas si longtemps que ça. Donc, je suis ravi d'être avec vous et vraiment ravi de pouvoir vous présenter et discuter avec vous de ce que l'on fait au niveau de la pharmacie et notamment de nos activités de l'utilisation du DMP. Émilie, pour l'organisation, est-ce que je laisse également Laurane se présenter et après on attaque? Ouais. Ça marche? Laurane, je te laisse te représenter peut-être, te présenter. Ouais. Merci, ça marche. Bonjour à tous, donc moi c'est Laurane Mousson, je travaille au grade e-santé Occitanie avec ma collègue Camille Fouillard qui est ici aussi. On est sur la partie Mon espace santé, on accompagne les professionnels de santé et surtout les usagers à l'utilisation de l'espace santé. On aide à l'activation des comptes et les sensibiliser sur ce que c'est et comment ça marche. Et je suis aussi accompagnée de Adèle et Elodie du grade qui sont plutôt sur le volet DMP côté professionnel de santé. Merci à toutes d'être présentes. En tout cas, juste Laurane, un point technique. Je ne sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression que ton son est un peu, à la fois un peu de loin et à la fois un peu métallique. Sauf c'est peut-être moi qui ai un problème d'audition, mais j'ai l'impression que tout le monde a l'air de dire comme moi. Est-ce que là, c'est mieux? Pas du tout, non.
Ça fait un peu spatial, en fait. Ouais, c'est clair. C'est- C'est un peu Ah, étonnant. ça, c'est le grade. Hein. Le grade, ils sont spatials. En informatique, on n'est pas. Ça... Vas-y, Là, c'est Estelle. mieux ou pas? Ah oui, c'est beaucoup Oui. moins pire. C'est Oui, mieux oui, là? oui, oui, Ok. oui. Eh Parfait, ben, je je te te bouge suis plus. Alors, je vous propose qu'on rentre, maintenant qu'on se connaît tous, qu'on rentre directement dans le détail. Donc, je partage la présentation commune. Est-ce que juste quelqu'un peut me dire si C'est le parfait. partage d'écran est bon pour vous? Et on va pouvoir attaquer. Je pense que, Émilie, ces 2 premières diapos sont pour toi. Oui, alors c'était juste, on avait présenté les mêmes en début d'année, je ne vais pas rentrer dans le détail, le diaporama, ça sera accessible à tous, juste pour dire pourquoi on a choisi ce thème, c'est d'une part parce qu'on a beaucoup de questions de certains de nos patients sur le recours à mon espace santé, ce que c'est, que le premier webinaire avait aussi suscité des questions de nos équipes, et pour insister, pourquoi on insiste sur ce sujet, c'est que la Haute Autorité de Santé a intégré la référence à mon espace santé dans le référentiel de certification, et comme le CHU sera visité sur ce fondement en avril 2026, c'était juste pour partager le fait que la HAS demande bien que l'établissement informe le patient que l'équipe de soins va alimenter mon espace santé, sauf si le patient s'y oppose, et qu'on l'informe également que l'équipe de soins rend consultable par le patient les documents déposés. Et si tu vas à la suivante, Cyril, voilà, juste peut-être pour dire qu'il faut rappeler que Mon Espace Santé, c'est un outil qui est extrêmement utile pour nos usagers, pour y retrouver l'ensemble des documents que le CHU dépose dès aujourd'hui automatiquement dans Mon Espace Santé de chaque patient, et qu'on est souvent sollicité pour récupérer des documents ou pour des demandes de communication de dossiers médicaux, alors qu'en fait, le patient aurait pu retrouver le même document dans son espace santé. Et c'est là qu'on voit qu'il y a aussi un besoin d'usage renforcé pour que les patients sachent qu'en fait, ils ont déjà beaucoup de choses à disposition. Donc, c'était plus pour rappeler quelles étaient les exigences auxquelles le CHU se soumettait sur le versement des documents dans mon espace santé et sur l'intérêt pour le patient de pouvoir y retrouver tous les documents qui le concernent. Et là, je te laisse prendre la main, Cyril. Du coup, Voilà. Stéphanie, On va c'est pour commencer vous. par le premier petit quiz. Vous avez l'habitude maintenant. Avez-vous activé votre espace santé? Est-ce que tout le monde voit bien la question? Oui. 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 Super. Au moment, on a 100%. Ah. Il faut faire quelque chose? Est-ce que oui, Myrène, normalement, vous voyez afficher sur votre écran la question avec Oui. une possibilité de cocher Voilà. oui ou non. Donc, vous cochez, est-ce que vous avez activé ou pas votre espace santé? Ah, j'ai Vous pas arrivez à cliquer j'ai pas la possibilité de cocher. Je vais mettre une... Ah, c'est bizarre. Oui, moi non plus, j'ai pas la possibilité de cocher, mais peut-être parce que j'ai ouvert Teams avec le navigateur, je suis pas dans l'application. C'est peut-être ça. J'ai arrêté le partage d'écran pour que peut-être ça apparaisse mieux, si c'était un problème juste de... Ah, c'est bizarre. Oui, ça fonctionne, merci. Ah, bah d'accord. voilà. Ah, ok. Non, mais c'est Manon, toujours ça utile, marche pour toi l'information. aussi Ça marche. Bon, on attend vos réponses et puis on passe à la question suivante. Je pense que tout le monde a répondu. En tout cas, maintenant, j'ai 14 réponses ça y est, avec voilà. des réponses oui à 85%, Voilà. ce qui est plutôt un très net progrès par rapport Oui. à la dernière fois. Je reconnais que l'échantillon est plus réduit, mais néanmoins, Ouais. on est quand même 85% de oui. C'est bien. Tu peux aller à la deuxième, Steph. Et la deuxième question, donc lors de votre dernière hospitalisation, bien sûr, si vous en avez une, avez-vous rencontré un pharmacien? À l'hôpital, on précise, hein, dans les, Oui, dans les au murs, un CHU. pharmacien Tout à fait. hospitalier du CHU. Bon, si on n'a pas été hospitalisé, ben, on répond Ouais, pas. répond pas. Bon, là, je pense que... Cyril, on a un carton plein de non, c'est Ouais. aucun des gens qui étaient pris en charge, Cyril ni en va être content. digestif, ni en cardio. Eh ben justement, on va en discuter. Tu Hein. vas donner envie. Non, mais En après, fait, ça dépend quand- dans quel service ils ont été hospitalisés aussi. Ouais. On le verra par la suite. Alors, je En- remets mon En partage fait, on ne d'écran. peut pas valider quand on n'a rien. Non, mais c'est vrai. effectivement, on n'a pas prévu de non applicable, Ouais. donc c'est normal. C'est Ok. normal. Alors, Merci maintenant, beaucoup. merci déjà pour vos réponses. Et on va, alors je vais essayer dans un temps réduit d'être assez
convaincant pour vous expliquer l'importance de notre rôle au sein des services hospitaliers, donc la place de cette discipline qui s'appelle la pharmacie clinique. Donc c'est moi-même, Cyril Broquiard, qui vous fait la présentation, mais je tenais quand même à remercier le docteur Ami, qui est également pharmacien et qui a fait une bonne partie des diapos. Donc ce n'est pas que mon travail, c'est un travail d'équipe. Donc, qu'est-ce que c'est que la pharmacie clinique? Vous aurez accès aux diapos. Je vais vous dire, moi, ce que c'est que la pharmacie clinique. La pharmacie clinique, c'est l'utilisation de toutes les compétences du pharmacien pour la bonne prise en charge du patient. C'est d'utiliser tout ce qu'on a appris à la fac, tout ce qu'on a appris pour pouvoir aider le patient et l'équipe médicale autour à la meilleure stratégie thérapeutique et au meilleur usage des médicaments. Notre discipline, elle est centrée sur le patient. C'est le patient qui est notre priorité. Ce n'est pas la boîte de médicaments. C'est vraiment le patient et on essaie que tout ce qui va graviter autour du patient se passe le mieux possible. Et en étant pharmacien, c'est vrai qu'on aura un œil un peu plus averti sur tout ce qui va être prise en charge des produits de santé au sens large et notamment des médicaments. Notre discipline également s'intéresse beaucoup au parcours. Je reste persuadé que l'hospitalisation est un des maillons de la chaîne, c'est une des étapes du parcours de soins et que la majorité du parcours de soins se fait en soins primaires au niveau des médecins traitants et des pharmaciens d'officine. Nous faisons tous partie de la même chaîne, du même parcours et nous devons de communiquer entre nous et notamment de nous transmettre les justes informations pour une bonne prise en charge et éviter tout ce qu'on pourra appeler les erreurs médicamenteuses notamment. Donc c'est vraiment un exercice qui est centré sur le patient en collaboration avec les autres professionnels de santé, qu'ils soient hospitaliers ou ambulatoires. Et on implique également les aidants, le patient et son aidant selon les cas. Donc on a différentes activités de pharmacie clinique. Je reviendrai sur la conciliation médicamenteuse et l'analyse pharmaceutique. Le fait que le patient ait le bon médicament prescrit au bon moment. Donc là, c'est tout ce qui va être en lien avec la prescription médicamenteuse. On met en place également des entretiens pharmaceutiques où on va pouvoir échanger avec les usagers, les aidants sur leur traitement, mais également leur pathologie, les liens entre les deux et également potentiellement le lien avec des effets indésirables ou des surveillances à mettre en place. On participe également à des programmes d'éducation thérapeutique pour là également répondre aux besoins, aux attentes en termes d'autonomie par rapport à la prise en charge médicamenteuse, notamment des patients. Et également, nous mettons en place un lien avec la ville, et notamment les officines, sur des synthèses pharmaceutiques de sortie qui sont soit indépendantes, soit qui sont intégrées aux comptes rendus médicaux. Donc, où est-ce qu'on intervient? Donc, comme on a pu le voir avec le sondage précédent, on n'est pas partout. Autant on a des médecins dans tous les services, autant tous les services ne bénéficient pas à l'heure actuelle. On a quand même l'ambition qu'un jour tous les services seront un pharmacien, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Mais nous avons un nombre non négligeable d'unités de soins où nous avons une présence pharmaceutique à temps plein à l'intérieur. Je vais vous citer l'exemple du docteur Nicolas Chappé, qui est pharmacien et qui est notre pharmacien en cardiologie, pour vous expliquer un peu ce qu'il fait dans son service de cardiologie auprès des patients hospitalisés. Donc Nicolas, qui n'est pas seul, je devrais employer le terme d'équipe pharmaceutique, parce que ces activités sont faites par des pharmaciens, par des internes en pharmacie, donc des étudiants en pharmacie qui sont en 3e cycle, mais qui ne sont pas encore diplômés. Et nous avons également des étudiants de 5e année de pharmacie qui participent à la prise en charge des patients. Et également, là, je vois que Justine est connectée. On a quand même l'objectif qui est également les préparateurs en pharmacie hospitalière qui soient impliqués encore plus qu'ils ne le sont à l'heure actuelle dans la prise en charge directe des patients auprès des équipes soignantes. Donc, qu'est-ce que va faire Nicolas dans le service de soins? Nicolas, avec son équipe, il va voir tous les patients hospitalisés. Il va les voir et il va faire ce qu'on appelle une conciliation médicamenteuse d'entrée. Il va en fait s'assurer que tout ce qui est prescrit au patient durant son hospitalisation est bien conforme à ce qu'il prenait avant.
Le but de cette conciliation médicamenteuse, c'est d'éviter les oublis ou les erreurs de retranscription, par exemple. Un patient qui est sous antihypertenseur, il a 3 antihypertenseurs, il peut y arriver qu'on oublie un de ses traitements en hospitalisation. Le but de Nicolas, c'est de vérifier, en appelant la pharmacie d'officine, en appelant le médecin traitant du patient, que tout ce qui est prescrit en hospitalisation correspond bien à ce que doit prendre le patient. Si jamais il y a des changements, des modifications, Nicolas va tout confirmer avec le médecin et il va tout tracer dans le dossier médical pour pas qu'il y ait de perte d'informations. Le patient est hospitalisé, son ordonnance est correcte, Nicolas a tout vérifié, le séjour peut bien débuter. Durant tout le séjour, Nicolas va valider les prescriptions médicamenteuses du patient. Donc, tous les jours, il va regarder le dossier du patient, regarder s'il y a de la biologie, s'il y a une situation clinique qui pourrait contre-indiquer ou non un traitement, il va tout vérifier. Il peut également proposer aux patients des programmes d'éducation thérapeutique selon les programmes en cours au sein du service, et cela durant tout le séjour. À la sortie d'hospitalisation, Nicolas et son équipe vont encore vérifier que tout ce qui est prescrit en sortie d'hospitalisation corresponde bien à ce que le patient doit prendre, qu'on n'ait pas oublié un traitement, qu'on ne se soit pas trompé dans un dosage, que toutes les formes galéniques, c'est-à-dire les comprimés, les gouttes, soient bien ce que préfère le patient. Et une fois qu'il a vérifié tout ça, il va expliquer les modifications de traitement au patient pour que le patient ait toutes les informations par rapport aux modifications qui ont eu lieu durant son séjour. Et ensuite, Nicolas va faire un courrier pour la pharmacie d'officine expliquant toutes les modifications de traitement. Nicolas est présent avec son équipe en hospitalisation temps complet, mais il est également présent en ambulatoire où il participe aux hospitalisations de jour, à l'éducation thérapeutique du patient également. Donc, Nicolas participe à toutes les étapes du parcours de soins intra-hospitalier et aux 2 points de transition que sont l'entrée et la sortie d'hospitalisation. Donc juste pour vous dire un peu ce que c'est que la conciliation médicamenteuse, parce que vous verrez que du coup le DMP est vraiment une source importante pour nos activités. La conciliation médicamenteuse, c'est une enquête. En fait, vraiment, on va rechercher la liste exhaustive des traitements pris par le patient, que ce soit prescrit ou en automédication. Cette activité est très chronophage. Grosso modo, c'est 1 demi-heure à 45 minutes par patient pour que ce soit bien fait. Et ça nécessite qu'on appelle le médecin traitant et qu'on appelle la pharmacie d'officine pour obtenir l'ensemble des informations. Chaque fois, on demande bien sûr l'autorisation au patient pour pouvoir contacter ses professionnels de santé. Il y a du temps de latence, parce que des fois, on n'arrive pas à joindre les bonnes personnes au bon moment, et des fois, ça peut retarder le processus de conciliation et donc la validation de la liste des traitements. Donc, c'est une activité qui est assez chronophage, mais qui a montré une importance importante parce que l'erreur étant humaine, hein, on rattrape quand même un nombre non négligeable d'erreurs que l'on retrouve sur des prescriptions. Et il a été montré, et maintenant c'est un des critères notamment de la HAS, que la conciliation doit être de plus en plus développée dans nos établissements. Je ne reviendrai pas sur l'analyse pharmaceutique et le TP que vous connaissez, je vais gagner du temps pour le reste de la présentation. La sortie est également cruciale pour les patients. On va vérifier, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que la prescription corresponde bien à ce que doit prendre le patient, qu'on n'ait pas oublié de rajouter des médicaments. À l'inverse, qu'on n'ait pas oublié de supprimer les médicaments qui ne sont plus nécessaires. On vérifie également que tous les médicaments sont disponibles en ville au moment de la sortie du patient pour éviter qu'il y ait une rupture thérapeutique lorsque le patient est chez lui. Et également, on va discuter et expliquer aux patients, essayer de traduire un petit peu la prescription médicamenteuse et notamment les différentes modifications qui ont eu lieu durant l'hospitalisation. Le risque toujours en sortie d'hospitalisation, pour peu qu'elle ait été un peu rapide, c'est que le patient n'ait pas tous les éléments pour bien prendre ses traitements à la sortie et qu'il y ait des confusions entre ses nouvelles et ses anciennes prescriptions. Malheureusement, on peut toujours avoir le cas, et moi c'est ma hantise, que voilà, un patient qui a une bonne prescription, du fait d'un manque d'information, se trompe une fois qu'il est chez lui.
Ça, je vous le passe également. Je vais gagner du temps. En sortie d'hospitalisation, donc là, en prenant l'exemple de Nicolas, il va proposer aux patients des plans de prise de médicaments. Donc, peut-être certains d'entre vous en ont déjà eu ou non, mais c'est des documents que nous faisons à chaque fois qu'il y a un pharmacien qui est présent dans un service, où nous précisons les traitements pris par le patient, l'indication du médicament, et on s'adapte le plus possible au verbatim du patient et à sa compréhension. Hein. Le bisoprolol, par exemple, c'est soit un médicament pour le cœur, soit ça ralentit le cœur, soit ça protège le cœur, mais on trouve, en discutant avec le patient, le terme qui parle le plus par rapport à la pathologie. Et également, on note les principaux conseils par rapport à la prise des traitements. Ceci n'est pas une ordonnance, hein, c'est un plan de prise, c'est une aide pour le patient pour qu'il puisse se retrouver peut-être un peu plus facilement au début lorsqu'il y a des nouveaux traitements. Sur cette diapo sont résumées nos forces vives, on va dire les services où nous sommes déployés au sein du CHU de Montpellier. Donc, il peut y avoir beaucoup de cases, mais il y a quand même beaucoup de manques. Hein. Nous sommes présents sur le site Saint-Éloi-Guitcholiac, le site La Péronie, Arnaud de Villeneuve, sur Antonin Balmès, mais par exemple, nous n'avons pas encore de présence pharmaceutique en psychiatrie. Hein. C'est là où on pêche et on espère dans le futur pouvoir compléter notre offre pharmaceutique en étant présent en psychiatrie. Vous avez des services, notamment si je reprends l'exemple de la cardiologie, où on a vraiment une petite armée pharmaceutique. Hein. On a Nicolas qui est pharmacien, on a 2 internes en pharmacie et on a 6 étudiants en pharmacie. Et on a des secteurs où on a moins de monde, hein, la médecine interne HTH et le professeur Camille Rouby, où on a un interne et 3 étudiants, mais tout le monde s'efforce de couvrir au mieux les besoins et de s'occuper des patients. Donc, pourquoi vous avoir présenté là, ces données, ces informations? C'est pour vous dire que lorsque j'ai suivi le séminaire sur le DMP il y a quelques mois, j'ai de suite vu l'aide que cela peut être pour nos activités. Pourquoi? Parce que, alors, Laurent, je ne sais pas si tu veux présenter le DMP peut-être avant que je passe à la suite de ma présentation, ou tu préfères que je finisse et tu présenteras après? Oui, non, vas-y, continue. Je continue, ok. Donc alors, mes yeux se sont un peu illuminés quand j'ai vu la présentation sur le DMP, parce que vraiment, c'est un outil dans lequel je mets beaucoup d'espoir, moi en tout cas pour ma pratique, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Dans nos activités, on essaie de faire le lien avec les soins primaires, donc notamment la pharmacie et les médecins traitants. La pharmacie, on va l'appeler pour qu'elle nous envoie les prescriptions médicamenteuses. Donc la pharmacie va nous envoyer des fax d'ordonnance que l'on va après nous relire et retranscrire dans des XCare. C'est chronophage. Ça nécessite qu'on sollicite un pharmacien d'officine à un moment où peut-être il n'est pas disponible. Et après, on a le temps de latence où on attend désespérément le fax. Et tous les matins, je vois les étudiants en pharmacie qui attendent devant le fax la divine ordonnance qui va sortir. Et lorsque l'on regarde le DMP, et lorsqu'on commence à s'approprier le DMP, on a à l'intérieur du DMP, donc ça c'est une copie d'écran d'un DMP, on a un onglet qui est données de remboursement. Et dans ces données de remboursement et dans les historiques de remboursement, on a notamment tous les historiques de délivrance des pharmacies et de médicaments. Là, c'est par exemple une extraction que j'ai faite où on a, pour un patient donné qui nous a donné l'autorisation pour consulter son DMP, on va avoir des informations qui sont cruciales pour nous. Alors peut-être pour vous, vous n'étiez pas encore sensibilisé à ça, mais pour nous, c'est vraiment une source d'information importante. On va notamment avoir les dates de délivrance. Ça va nous permettre de voir si le patient il a récemment allé chercher son traitement ou si potentiellement le patient était en retard par rapport à sa prise de médicaments avec peut-être une difficulté pour accéder aux soins ou un problème d'adhésion médicamenteuse dans certains cas. On va pouvoir voir le rythme des délivrances et voir s'il n'y a pas eu des soucis avec ça.
On va avoir l'identification des médicaments pris par le patient. Et ça va nous permettre de vérifier, d'être sûr que le patient, une fois qu'il est hospitalisé, on lui a bien prescrit tout ce qu'on devait lui prescrire. Autre donnée importante, on va avoir, alors là j'ai tout anonymisé, hein, mais on va avoir l'identification des professionnels de santé qui ont fait les prescriptions. Si jamais on a une question, on aura directement le nom du médecin qu'on pourra contacter pour avoir des précisions. On va avoir également des informations si les prescriptions viennent d'un établissement de santé et on va pouvoir des fois faire le lien et se rapprocher de l'établissement de santé dans le cas de transfert de patients pour avoir des informations complémentaires. Et également, on va avoir excusez-moi, j'ai oublié un IA officine. On va avoir également le nom de la pharmacie d'officine qui délivre les traitements aux patients. Et ça nous permettra également plus facilement de les contacter et de leur envoyer des informations. Donc c'est vrai que ces différents éléments-là vont nous faire à nous gagner du temps et gagner également en qualité en termes de données que nous allons pouvoir fournir après au médecin pour qu'il fasse sa prescription. Un autre élément qui est également important avec le DMP, c'est qu'en plus d'avoir les délivrances de médicaments et des produits de santé, on va avoir également l'historique des délivrances de vaccins. Sûrement, vous vous rappelez, ou peut-être pas, mais à chaque hospitalisation, on vérifie la couverture vaccinale de nos patients et on demande notamment, là on est en pleine période, s'il y a eu une vaccination contre la grippe ou non. Toutes les vaccinations et les dispensations de vaccins seront également renseignées dans le DMP. Là également, c'est toujours une extraction où on voit que sur fin 2024 et jusqu'à septembre 2025, on a les délivrances de différents vaccins pour ce patient. Donc on a eu du pneumocoque, de l'influvac et on a eu également le Shingrix qui ont été dispensés aux patients. Et également, on a les vaccinations qui ont été réalisées, notamment dans les pharmacies. Ça nous permet, ces informations, on va les comparer à ce qu'on avait, nous, dans nos dossiers patients. Et on s'aperçoit que pour ce patient-là, par exemple, le DMP nous a permis de voir que le patient avait été vacciné contre le Shingrix et nous, on ne l'avait pas dans le dossier patient. Donc, cet exemple-là, qui est assez technique ou spécifique, pour nous, professionnels, nous donne une information supplémentaire qui fait que oui, le patient est déjà couvert contre le virus du zona, donc il n'y aura pas besoin de le vacciner à l'hôpital. Alors, je crois que j'ai vu passer un mot dans la conversation. Non, c'était juste moi, je voulais juste, pour éviter la confusion entre DMP et mon espace santé, moi j'y reviendrai après, donc tu peux continuer. D'accord, ok. C'est vrai que moi, des fois, j'emploie un peu l'un et l'autre, tu me rectifieras par la suite. Donc, sur cette présentation entre nos activités et le DMP, à 3 mois, on a vu un gain de temps. Pourquoi? Parce qu'on avait très rapidement les contacts officines et médecins traitants et on a pu contacter directement les bonnes personnes. On a remarqué également qu'il y avait une exhaustivité des données, c'est-à-dire qu'on avait des informations que nous, on ne nous retrouvait pas par nos autres moyens. Je vous ai donné l'exemple de la vaccination contre le Shingrix. On a également la temporalité des délivrances, c'est-à-dire que nous, lorsqu'on récupère les ordonnances des pharmacies, on ne sait pas forcément quand est-ce qu'est venu le patient, quand est-ce que ça a été délivré. Là, ça nous permet de savoir si le patient est venu il y a 10 jours, 15 jours, 3 semaines, et avoir une idée un peu du stock de médicaments qu'il pourrait avoir encore chez lui. Ça peut nous aider également pour la suite de sa prise en charge. La couverture vaccinale, c'est vraiment un gros plus là-dessus, parce que des fois, tout le monde ne se rappelle pas de quand il a été vacciné et surtout avec quel vaccin il a été vacciné. Alors, tout n'est pas non plus parfait, hein. Et notamment, on s'est rendu compte qu'on ne sait pas encore pourquoi, mais tous les patients qui ont pourtant activé leur DMP n'ont pas ces données pharmaceutiques. Donc là, c'est notamment en lien avec le grade où je vais me rapprocher pour essayer de comprendre pourquoi certains patients n'ont pas de données de délivrance alors qu'ils vont bien à la pharmacie tous les mois chercher leur traitement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite?
Par la suite, on va continuer à utiliser le DMP pour les patients qui nous donnent leur accord. Pourquoi? Parce que ça augmente la qualité de nos informations et de notre prise en charge. Je vais vous présenter par la suite l'enquête que l'on a fait sur le retour du DMP des usagers que l'on a croisés dans nos services. Et la prochaine étape, maintenant pour nous, ça va être notamment d'alimenter le DMP. Pour l'instant, on est assez égoïste, c'est-à-dire qu'on regarde, on récupère, on profite du DMP. Et maintenant, dans les prochains mois, l'idée, ça va être non de pas que profiter, mais également de participer et d'alimenter, notamment avec nos plans de prise que l'on donne à nos patients, les numériser, les mettre dans le DMP. Nos courriers de sortie, également, les numériser et les mettre dans le dossier médical partagé des patients. Ce qu'on a commencé à faire, nous également, certains pharmaciens le font, c'est d'alimenter la vaccination quand elle est faite en hospitalisation. Lorsque nos pharmaciens, lorsque les patients sont vaccinés en hospice, ils rentrent sur le DMP des patients pour noter la vaccination. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut même, alors c'est pas que les pharmaciens, mais des choses qu'on va essayer de faire dans les prochains mois. Ça, Donc, parallèlement à notre utilisation du DMP, donc ça date de cet été. Cet été, suite au séminaire que nous avons fait, on a voulu, nous, aller plein fer sur le DMP. Et en parallèle, on ne voulait pas faire non plus qu'à notre tête et on voulait quand même avoir le retour des usagers sur leur utilisation ou leur connaissance par rapport au DMP. Et donc, on a créé un questionnaire que l'on a proposé à nos usagers. Et c'est Nicolina, qui est une étudiante en pharmacie, qui a géré ça et qui est allée voir les patients pour leur demander leur avis sur le DMP. Donc ça, je passerai sur le questionnaire. C'est un questionnaire standard qu'on a mis en place. Ce qui était quand même assez intéressant, c'est que la pharmacie, ou même nous, ou même moi, on ne l'a pas fait de notre propre chef. Ça a été un questionnaire qu'on a réfléchi avec Émilie Prélombardo et sa direction, avec les équipes du grade qui nous l'ont également amendé, validé, et également le pôle pharmacie. Donc c'est vrai que c'est une vision qui, on va dire, regroupe différents aspects. Et pour moi, je trouvais important que ce soit quelque chose d'institutionnel. Quand on parle de DMP ou de mon espace santé, je pense qu'il ne faut pas que ce soit un service qui fasse comme il l'entend. Il faut que ce soit quelque chose de très institutionnel, comme j'ai dit. Et je te remercie, Cyril. Juste, excuse-moi une seconde, j'en profite. C'est effectivement très important parce que c'est l'objet aussi des webinaires comme aujourd'hui, c'est de montrer qu'on essaie de co-construire chaque fois qu'on peut en tenant compte des retours que nous ont fait les usagers, des retours que nous ont fait les professionnels, des conseils avisés des experts dans le grade. Et c'était important qu'on puisse co-construire ensemble ces éléments. Et j'en profite, Cyril, juste, il est 13h40. Je fais monsieur loyal du minuteur. Oui, je speed. Donc, l'enquête est toujours en cours. Donc, pour l'instant, on avait interrogé 58 usagers. 85% ont déjà entendu parler de mon espace santé. En grande majorité, grâce à des campagnes de communication, on en entend quand même assez parler. Un peu moins par mail, par entourage, et assez peu par les professionnels de santé. Mais, un peu comme à l'image du questionnaire au début, beaucoup de patients et d'usagers sont au courant de mon espace santé. Bon, 57% déclarent l'avoir activé. Donc là, on a encore une marge de progression par rapport à ça auprès de nos usagers. Donc pareil, Nicolina, dans sa démarche, en plus de proposer le questionnaire aux patients, proposer aux patients s'ils voulaient activer ou non, et elle se proposait d'aider les patients, pour ceux qui souhaitaient de l'aide, pour activer leur DMP. Donc on essayait également d'être proactif là-dessus. Et 90% des patients nous ont donné leur accord pour consulter leur DMP. Par rapport à leur utilisation, on en a en gros 50% qui l'utilisent assez souvent, voire régulièrement, 1 sur 2. La plupart du temps, c'est pour suivre leurs données médicales et les ajouts des professionnels de santé. Beaucoup moins pour le suivi vaccinal ou compléter leur profil médical, alors que c'est pour nous très important de compléter le profil médical, notamment s'il y a des comorbidités, des allergies ou autres.
par rapport aux freins sur l'utilisation de mon espace santé, on retrouve à peu près les mêmes chiffres, hein, 50% des patients un peu plus qui n'ont pas de frein et 50% d'autres qui ont des freins, hein. Les principaux freins, c'est la crainte sur le partage des données, méconnaissance, difficulté du système d'authentification pour se connecter, donc des problèmes techniques, un problème de confiance que l'on a dans certains cas, des difficultés avec le numérique ou autre, et des craintes de traçabilité. Donc on a à peu près 50% où tout va, il ne voit pas de contraintes. On a à peu près 25% de contraintes en lien avec qu'est-ce qu'on va faire de mes données. J'ai quand même envie de savoir ce qu'on fait de mes données, ce qui est tout à fait normal. Et le reste qui est plutôt des contraintes techniques. Par contre, la grande majorité pense que c'est bien pour leur prise en charge qu'existe cet espace santé. Enfin, pour finir, on avait une dernière question, c'est savoir qu'est-ce que vous souhaiteriez que les pharmaciens mettent sur votre espace santé. En priorité, c'était les courriers de synthèse de conciliation médicamenteuse, les synthèses d'entretien pharmaceutique, les plans de prise, des fiches sur les médicaments et 25%, un peu moins d'un quart, qui n'étaient pas intéressés par nos informations, mais on voit qu'on a moyen d'enrichir cet espace santé. Enfin, pour finir, et je laisserai la parole, mais on a commencé avec un peu de retard, il y a un intérêt pour le suivi des patients dans son parcours et l'optimisation de la prise en charge. Et genre, je ne sais pas si je vous ai convaincu ou non, mais croyez que, alors moi, je pense que c'est un outil magnifique pour éviter beaucoup d'erreurs en lien avec des transferts d'hospites ou des hospitalisations non programmées en situation d'urgence où on peut avoir des informations très, très, très utiles très rapidement. Une transmission sécurisée d'informations, c'est votre DMP. Alors certes, les professionnels de santé peuvent y avoir accès, mais vous allez voir que vous êtes informés. On se doit de vous demander votre autorisation pour le consulter. On a encore des choses à faire, hein, travailler sur l'accompagnement des patients, l'activation de leur espace santé, tracer les vaccinations qui sont réalisées, ça c'est très important. Et nous, là, notre vœu pour 2026, hein, ça va être, pour la prochaine année, ça va être de déployer mon espace santé, avec l'incrémenter avec les données de pharmacie clinique. Et je vous rends la parole. Merci beaucoup, Cyril. Je pense que c'était important de représenter ce qu'est la pharmacie clinique, puisque, juste pour préciser, avant de laisser la parole à Laurane, on a quand même des patients qui disent ignorer que nous avons au sein du CHU des pharmaciens. Donc, je pense que c'est important de rappeler qu'il y a quand même un pôle pharmacie au CHU, une grosse activité pharmaceutique, et que les pharmaciens, les équipes pharmaceutiques ont un rôle très important dans la sécurité de la prise en charge médicamenteuse. Je ne sais pas pour nos participants, mais moi, tu m'as reconvaincu de l'intérêt de la pharmacie clinique. Donc, ton objectif est atteint. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Et maintenant, je laisse Laurane prendre la suite sur la présentation de mon espace santé. Merci beaucoup, Cyril, en tout cas. Merci. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran avec Oui. la page de mon espace santé? Parfait. Oui. Donc, alors pour remettre juste un petit peu de contexte, et comme je disais dans la conversation, donc Cyril a beaucoup employé le mot DMP, je resitue un petit peu tout ça. DMP et mon espace santé, c'est quasiment la même chose. DMP, c'est vraiment côté professionnel de santé, c'est l'endroit où les professionnels de santé peuvent alimenter et consulter les documents. Et en fait, ça fait référence à la partie documents de mon espace santé que je vais vous présenter juste après. Donc, c'est plus ou moins lié. Juste mon espace santé, c'est vraiment l'outil côté usager, et le DMP, c'est plutôt l'outil côté professionnel de santé. Ensuite, pour remettre un peu de contexte, donc je vous rappelle juste, donc l'espace santé a été créé maintenant il y a à peu près 3 ans et demi, bientôt 4 ans. C'est l'assurance maladie qui a mis en place cet outil numérique et qui a créé les profils pour tout le monde, pour tous les Français. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quasiment tous les Français, on est à 97% des Français qui ont un compte qui existe déjà. Après, il faut l'activer, il faut que l'usager l'active, et ça, on y reviendra après, mais il faut que l'usager l'active pour qu'il y ait accès. Mais s'il ne l'active pas, son compte est quand même existant. Donc, pour ceux-là qui l'ont activé, voilà, vous savez que votre compte existe, etc. Mais pour ceux qui ne l'ont pas activé, ne vous inquiétez pas, votre compte est quand même existant quelque part. Donc, l'espace santé est accessible soit sur l'ordinateur, soit sur l'application. Ça, je pense que vous avez pu le voir. Donc, ça, c'est cette page aussi qui se présente. Et une fois qu'on se connecte,
hop, on atterrit sur une page comme ceci. Donc là, je vous présente mon espace santé à moi. On y retrouve à gauche toutes les fonctionnalités qui sont dans l'espace santé. Les fonctionnalités les plus importantes, c'est vraiment la partie documents et la partie profil médical, on va dire. Et après, les autres fonctionnalités, on va vous les présenter, mais un peu plus en annexe. Donc, je commence de suite par la partie documents. La partie documents, donc c'est celle qui est reliée côté DMP et côté professionnel de santé. C'est là où vous retrouvez tous vos documents de santé. Ce sont les professionnels de santé qui mettent les documents là-dessus. Vous avez peut-être dû voir déjà des documents dans votre espace santé, mais par contre, l'usager lui-même peut aussi ajouter un document. Ça, je ne sais pas si vous saviez, mais vous avez la possibilité ici en haut à droite d'ajouter le document. Donc, si vous avez l'application téléphone, vous pouvez tout à fait prendre en photo le document directement et le mettre dans l'espace santé. Sinon, vous le scannez, vous le mettez sur l'ordinateur et vous pouvez ajouter vous-même le document. Ce qui est très important parce que les professionnels de santé alimentent quand même bien l'espace santé, mais il peut manquer des documents. Donc, tout document utile, comme l'a montré Cyril juste à présent, tout document utile qui n'apparaît pas dans l'espace santé, n'hésitez pas vous-même à les rajouter. Voilà, ensuite les documents, ils sont catégorisés selon quel est le type de document. N'ayez pas peur si vous avez besoin, vous, d'épingler des documents, créer des dossiers pour trier vos documents, vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Ça n'impactera pas la vision côté professionnel de santé. Votre médecin, par exemple, ou à la pharmacie clinique, ils retrouveront les documents comme eux, ils l'ont dans leur logiciel. Donc, vous pouvez créer vous-même des dossiers, trier vos documents comme vous l'entendez. Ça n'impactera pas la vision côté professionnel de santé. Voilà, et ensuite, il suffit de cliquer sur le titre du document, le document s'ouvre et vous pouvez le consulter. Ce qui est très important, c'est que ces documents sont à vous, c'est vos données à vous, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir de modifier la confidentialité. Vous avez un petit encart à gauche ici où il y a écrit modifier et vous pouvez choisir de rendre visible ou invisible le document. Donc ça, c'est vraiment pour vous rappeler que l'espace santé, c'est votre espace à vous. Certes, c'est les professionnels de santé qui l'alimentent et qui vont le consulter, mais par contre, ça reste vos documents à vous et c'est vous qui choisissez qui a accès, qui n'a pas accès. Justement, par rapport à l'accès, Camille, est-ce que tu veux détailler un petit peu plus cet accès? Ouais, alors, par rapport à l'accès aux documents de santé, donc les professionnels de santé peuvent y avoir accès, mais toujours avec l'autorisation de l'usager. L'usager est directement averti en fait par la petite cloche en haut à droite de ce qui se passe sur son espace. Donc, dès qu'un document est ajouté ou consulté, le nom du professionnel et document ajouté ou consulté apparaît directement. Vous voyez ici, par exemple, moi, je vous montre un exemple ici. Adrien Ducap a consulté le document prescription, telle date. Donc, on sait exactement qui a consulté, quand et comment. Voilà. Le seul moment où l'accord n'est pas forcément obligatoire, c'est en cas d'urgence, quand le patient n'est plus apte pour le donner. Là, le professionnel pourra accéder aux documents de santé. Ensuite, toujours sur la partie confidentialité, on va avoir une matrice d'habilitation qui est consultable, si Laurent, tu peux... Ouais. Qui est consultable directement donc par l'espace santé. Ça permet de voir quel type de document est visible pour telle profession. Donc, c'est un premier filtre qui est mis que l'usager peut consulter avant d'aller voir un professionnel. Par exemple, là, je vous montre, si je veux savoir, voilà, les infirmiers, à quels documents ils vont pouvoir accéder. Je clique sur la profession concernée et je regarde en fait surtout là, je peux voir tous les comptes rendus, enfin tous les documents qu'ils peuvent voir. Et là, j'ai la catégorie tous les documents qu'ils ne peuvent pas voir. Et ça, pour toutes les professions. Je ne sais pas si vous avez bien vu mon chemin d'accès. Pour accéder à ça, vous êtes dans la partie documents et il y a la petite rubrique ici en haut qui peut consulter ces documents. Voilà. Et le petit bloc bleu pour voir la matrice exacte ici. Hop. Voilà pour ça. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure Cyril, par rapport au consentement,
Donc l'alimentation se fait en automatique par les professionnels de santé. Par contre, pour la consultation, donc, il faut que le professionnel de santé demande de l'accord au patient. C'est un accord qui est donné à voix orale. Et pour l'alimentation, souvent les établissements informent avec des affiches, des flyers, des moyens comme ça, ou par des questionnaires des fois. Mais l'alimentation se fait en automatique. Voilà pour cette partie-là. C'était vraiment la partie la plus importante, mais je pense que celle que vous connaissez le plus pour ceux qui l'ont déjà activée. Très rapidement, la deuxième partie la plus importante, c'est le profil médical. Je m'arrête dessus parce que ça, souvent, les patients qui ont activé l'espace santé ne pensent pas au profil médical. C'est très important que vous sachiez que c'est donc un profil médical, c'est un ensemble de rubriques où il y a plein d'informations un peu pour faire une synthèse sur votre santé rapide. Vous y retrouvez, donc par exemple, si vous avez des traitements, vous pouvez marquer les traitements. Si vous avez eu des hospitalisations importantes, c'est pareil, vous pouvez déclarer ces hospitalisations. En fait, l'idée de ce profil médical, c'est vraiment de faire une synthèse assez rapide de votre santé, mais ça, c'est à vous de le faire. C'est vraiment l'usager qui peut compléter cette partie-là. Si vous ne le faites pas, les professionnels de santé ne pourront pas voir si vous avez eu des traitements, si vous avez des allergies, etc. Ils ne le verront pas. Donc, il faut bien compléter toutes les rubriques qui vous concernent. Et ensuite, en haut à droite, vous avez un bouton « Enregistrer la synthèse » et comme ça fait une synthèse en fait de tout ce que vous avez rempli et ça l'envoie dans la partie « Documents ». Donc ça, vraiment, j'insiste beaucoup. Si je demande à tous ceux qui ont activé l'espace santé, je suis sûre que la moitié n'ont pas rempli ce profil médical. Voilà, donc juste pour information, ça c'est très important de le remplir, au moins remplir les catégories qui sont pertinentes pour vous. Donc voilà, si vous avez des choses à signaler, ou même ne serait-ce que pour mettre les personnes à contacter en cas d'urgence, la personne de confiance, ou même ces directives anticipées. Voilà. Camille, tu veux présenter rapidement la partie vaccination? Vaccination, très bien. On va pouvoir retrouver aussi du coup un carnet de vaccination qui est automatiquement pareil alimenté par les professionnels dès qu'on va se faire vacciner, que ce soit en pharmacie ou chez notre médecin. Donc il s'affiche automatiquement. S'il manque des vaccins, on peut aussi les rajouter manuellement, comme pour les documents. Donc, ajouter une vaccination, on rentre le numéro de lot du vaccin, le nom du vaccin, et on peut le rajouter. Ça va nous permettre d'avoir des rappels sur les vaccinations, donc à refaire, etc. Et on a aussi un calendrier en fait de vaccination pour un peu se retrouver au niveau de ces vaccinations à jour ou pas. Voilà à peu près sur le carnet de vaccination. Et ça fait. Voilà, et ensuite dans les autres onglets, je vois que l'heure tourne, donc vraiment très rapidement, vous avez une messagerie qui permet d'envoyer des messages à vos professionnels de santé. Alors par contre, cependant, c'est toujours le professionnel de santé qui vous contacte en premier, et après vous pouvez échanger avec le professionnel de santé, mais sinon, vous ne pouvez pas initier une conversation avec votre professionnel de santé, sauf pour les pharmacies, vous pouvez initier une conversation avec le pharmacien pour lui envoyer l'ordonnance, par exemple. Vous avez un onglet prévention et un onglet catalogue de services. C'est plutôt un ensemble d'articles dans prévention ou un ensemble d'applications dans catalogue de services qui vous informent sur diverses thématiques de santé, que ce soit en prévention ou que ce soit de façon générale sur les vaccins, sur le bien-être, sur plein de choses. À terme, dans le catalogue de services, les applications seront synchronisables avec l'espace santé, c'est-à-dire qu'une application pourra envoyer des données à l'espace santé et vice-versa. Je vous prends un cas très concret qui est présent aujourd'hui, c'est LibreView. Donc pour les patients diabétiques qui ont cette application-là, peuvent synchroniser les données entre l'application Mon Espace Santé et l'application LibreView pour que comme ça, les professionnels de santé puissent accéder directement en fait aux données de LibreView. Et dernier onglet, Camille. Ouais, pour l'agenda, du coup, on peut directement rajouter des rendez-vous qu'on a. Ça nous permet d'avoir des rappels en fonction. Et sinon, l'utilité première, c'est surtout donc le rappel d'examen à prévoir. Donc, en fonction de son âge et de son sexe, ça nous permet donc voilà d'avoir des examens qui apparaissent, donc comme l'examen dentaire, des dépistages, donc à prévoir. Donc, c'est l'utilité première de l'agenda, surtout. Voilà.
Voilà, rapidement pour les fonctionnalités de mon espace santé, on y est allé assez vite parce que je pense que vous connaissez un peu, mais si vous avez des questions sur une des fonctionnalités en particulier, n'hésitez pas. Et juste pour terminer, par rapport à... Ah, il y a une question. Oui. Il y a Cyril aussi qui avait levé la main tout à l'heure. Ah, pardon. Ah non, mais c'est pas. Ah, mais moi, je suis hyper poli comme garçon. Non, non. Ah, d'accord. Non, si, j'attends. Non, c'est en fait juste parce que quand ça a été abordé, le fait que l'usager recevait un mail comme quoi un professionnel avait consulté son espace santé, nous, on a certains pharmaciens qui veulent consulter, qui ont l'autorisation du patient pour consulter son DMP, mais ils ont toujours peur que le patient ne se rappelle pas qu'il l'a donné à un pharmacien, parce que c'est quand même rare de voir un pharmacien, et qui appréhende un peu la réaction du patient quand il va se dire, tiens, par exemple, Cyril Broker ou Nicolas Chappé a consulté son DMP, et c'est vrai qu'on se souvient plus du nom des médecins qui les ont pris en charge quand on est suivi par un médecin que par le pharmacien qui va avoir peut-être 10 ou 15 minutes pendant son hospitalisation. Donc c'est vrai que c'est juste pour ouvrir le débat. Hein, c'est vrai qu'on a des fois certains professionnels qui, de peur qui ont une crainte et qui des fois ne consultent pas parce qu'ils se sont dit non mais le patient il va pas être content parce qu'il va pas s'en rappeler et tout ça. Donc c'est vrai que alors moi je suis plutôt de si on doit le consulter, on le consulte. Et si le patient s'en rappelle pas, ben on lui redira dans quel contexte on lui avait demandé l'autorisation. Mais ça, c'est mon ressenti à moi, parce que je pense que le bénéfice l'emporte. Par contre, c'est vrai que j'ai des confrères à moi qui sont également, qui eux hésitent beaucoup. Voilà, c'était juste pour, vu qu'on est entre nous et usagers, que vous ayez également en tête que des fois, certaines personnes appréhendent un peu de consulter le DMP parce qu'ils ont peur que vous soyez surpris du mail que vous allez recevoir. Myrène, vous avez une question également? Ouais, j'ai 3 petites questions, si c'est possible. Allez-y, on va faire vite. Je reviens justement à ce que vient de dire Cyril Broker, c'est concernant les autorisations. Est-ce qu'elles ne sont pas visibles sur mon espace santé pour le patient des autorisations qu'il a données? Alors, il y a écrit généralement, je donne mon autorisation globale ou pas du tout. Mais par exemple, là, quand on dit qu'on a donné une autorisation à la pharmacie de l'hôpital, enfin à la pharmacie clinique pendant une hospitalisation, est-ce qu'on ne peut pas le tracer, ça, sur mon espace santé? Oui, vous avez quand vous allez sur la petite bulle en haut de vous, gérer le profil, vous pouvez voir exactement à qui vous avez autorisé les rubriques et à qui vous avez bloqué. Vous avez la synthèse. Nominativement, oui, c'est ça. D'accord. Moi, par exemple, bon, là, il n'y est plus, mais j'avais autorisé un pharmacien à accéder pour un test. Donc, il était apparu ici, il y avait le nom du pharmacien qui était apparu. Et après, j'avais tout à fait la possibilité de l'enlever. Une fois l'autorisation donnée, je pouvais l'enlever plus tard. Vous avez la synthèse ici dans les paramètres gestion des accès. Ok. J'avais une autre question qui était à la base sur l'accessibilité pour avoir animé cet automne des ateliers justement santé et numérique d'éducation thérapeutique. Alors, pour le coup, c'était la clinique Beau Soleil, mais on s'est rendu compte que tout ce qui avait, par exemple, une problématique avec la langue française, tout ça est très compliqué. Donc, est-ce qu'il y a une option qui permettrait de traduire, par exemple, ce qui est écrit? Parce que honnêtement, c'est dense, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses. Quand on pratique bien le français, ça va, mais c'est pas pour tout le monde. Donc, voilà, je me demandais s'il y avait cette option-là quelque part. Non. Et ça a été remonté. On demande qu'il y ait au moins une traduction ou qu'il y ait quelque chose comme ça qui soit faite. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais on a fait remonter ça au niveau du national et c'est une demande qui ne vient pas que de notre région. Ça vient de plusieurs régions même. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration par rapport à ça. Ok. Et je me demandais combien de pharmacies se servaient de mon espace santé, parce que il semblerait qu'il y ait des pharmacies qui ne l'utilisent pas. Alors, j'ai pas du tout le pourcentage de pharmacies qui l'utilisent. Par contre, les pharmacies qui l'utilisent et qui l'utilisent pas, c'est celles en fait qui ont une balle organisationnelle. On appelle ça comme ça. C'est une messagerie sécurisée qui leur permet d'avoir en fait l'accès. Une messagerie qui leur permet de communiquer avec la messagerie de mon espace santé. Donc ça, effectivement, toutes les pharmacies ne l'ont pas.
De toute façon, si jamais vous communiquez avec une pharmacie, vous pouvez le voir quand vous allez dans les messageries. Dans messagerie, admettons, vous voulez envoyer une ordonnance à la pharmacie, que vous sélectionnez le destinataire ici. En fait, quand vous allez rechercher la pharmacie, bon, je tape un exemple, par exemple, si je mets Montpellier. Montpellier. Hop, vous allez voir en fait les pharmacies qui utilisent la messagerie en question sécurisée. Donc, elles sont sélectionnables, vous pouvez les sélectionner. Et celles qui n'utilisent pas de messagerie sécurisée, qui donc ne communiquent pas avec vous sur l'espace synthé, elles sont toutes en bas et elles sont indiquées en tant que pharmacie indisponible. Donc, c'est des pharmacies que vous ne pouvez pas contacter via l'espace synthé ou qu'elles ne peuvent pas vous contacter via l'espace synthé. Mais sinon, j'ai pas du tout de chiffre sur le pourcentage qui l'utilisent ou qui l'utilisent pas. Je sais que nous, on est en déploiement, on déploie département par département en Occitanie pour donner la possibilité aux pharmacies d'avoir des messageries sécurisées. Mais c'est en cours et donc pour l'instant, j'ai pas une idée du nombre. Ok. Je peux juste témoigner pour finir que quand on a fait plusieurs ateliers autour de mon espace santé, Doctolib, etc., beaucoup de patients, en fait, étaient complètement, des patientes en particulier, mais âgées, étaient complètement stupéfaites en activant effectivement mon espace santé, de se rendre compte de tout ce qu'il y avait comme données dedans, déjà, en fait, puisque les professionnels alimentent les espaces alors que les personnes ne les ont pas activés. Et ça perturbe un peu et ça questionne les gens sur mais pourquoi j'ai jamais dit que je voulais, comment ça se fait qu'il y a toutes ces informations-là, est-ce que je peux les supprimer, ça peut générer un peu d'angoisse, quoi, voilà, pour certains patients. Alors normalement, tout le monde, mais je sais que c'est pas le cas, mais normalement, il y a 3 ans et demi, 4 ans, quand ça a été créé, tout le monde a dû recevoir un courrier d'assurance maladie en disant que ça allait être créé. Donc, normalement, tout le monde a normalement eu l'information comme quoi qu'il y avait cet outil qui allait démarrer et qu'il y aurait toutes les données de santé dessus. Mais je suis très au courant que beaucoup ne l'ont pas reçu, moi la première, et que du coup, ça interpelle beaucoup les personnes quand ils activent leur espace santé de voir qu'il y a tout ça sur l'espace santé. Merci Myrène. On prend la dernière question de Monsieur Petitjean. Allez-y. Ok, merci. Non, alors certaines questions se croisent avec celles posées par Myrène, pardon. Évidemment, moi j'ai profité de votre excellente démonstration pour parallèlement consulter un peu mon espace santé. Alors je constate que par exemple mon généraliste n'alimente pas. Et que donc, puisque c'est lui qui prescrit, effectivement, on a le retour de délivrance des traitements du pharmacien, mais on n'a pas la prescription. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, si mon médecin me prescrit des médicaments que je ne prends pas, en fait, c'est une information qui va échapper au pharmacien dans le cas d'une d'une hospitalisation, par exemple. Alors, c'est une question, hein. Et est-ce que à terme, il y aura une obligation des professionnels de santé à utiliser le DMP. Je défile, après, voilà, vous me dites stop et vous répondez à ce que vous pouvez. Je vois aussi comme patient lambda qu'il peut y avoir des confusions avec Doctolib, qui est aussi très largement utilisé par les professionnels de santé, avec un espace de stockage aussi. Et là, ben, voilà, j'y retrouve par exemple des prescriptions et autres. Donc, est-ce que là aussi, il va y avoir une contrainte? Enfin, Doctolib, je pense que c'est totalement en privé, mais pour qu'on ne retrouve pas certaines informations soit sur DMP ou soit sur Doctolib selon les usages et les préférences du professionnel de santé. Je me posais aussi la question, vous nous avez montré que on pouvait nous-mêmes, en tant que patient, ajouter des documents, prendre en photo, etc. Je me posais la question si ces documents étaient analysés d'une façon ou d'une autre pour voilà, connaître le contenu. Si je scanne justement je sais pas, une prescription de médicaments, bon, est-ce qu'il y a quand même une analyse, je ne sais pas, une IA ou autre qui
va classer et référencer les bonnes informations pour que, par exemple, le pharmacien, dans le cas d'une hospitalisation, puisse récupérer aussi ces informations. Et puis, voilà, après, j'avais une petite remarque. J'ai posé la question dans le chat si lors des consultations au CHU, si les comptes rendus étaient alimentés. Alors, vous m'avez répondu oui, mais bon, moi, je ne les vois pas, en tout cas. Et en tout cas, la consultation du centre de référence sur les maladies neuromusculaires, je ne retrouve pas de compte rendu sur aucune de mes consultations ou des examens que j'ai fait dans le cadre des consultations pluridisciplinaires. Et bon, là aussi, c'est intéressant pour faire le lien avec le médecin généraliste traitant, voilà, qu'il ait ce retour, sans que ce soit forcément au patient d'imprimer, de donner le document au médecin ou de ne pas le faire d'ailleurs, enfin de créer créer du lien et sur une cohérence, j'allais dire, et un partage d'informations. Donc l'important, c'est effectivement que le CHU alimente pour des suivis réguliers de malades chroniques ou autres, peu importe, mais soit aussi source des informations partagées avec la médecine de ville, quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour toutes vos questions. Alors, pour répondre, je vais essayer de voir si je peux répondre à tout. Donc, pour votre dernière question par rapport au compte-rendu du CHU, normalement, oui, ils alimentent. Il peut y avoir un petit blocage si vous avez pas si votre identité n'a pas été qualifiée au sein du CHU. Eux, pour qu'ils puissent envoyer en automatique, envoyer vos documents dans votre espace synthé, il faut au préalable qu'ils qualifient votre identité. Pour ça, ils demandent souvent à l'admission ou à l'entrée de votre carte d'identité pour qualifier votre identité. Donc, ça peut venir de là que peut-être votre identité n'est pas qualifiée et du coup, vos documents sont en quelque sorte en attente avant d'être envoyés sur votre espace synthé. Ça peut venir de là. Ensuite, vous demandiez, est-ce qu'il y a une obligation pour les professionnels de santé à alimenter? Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation pour tout le monde. Par contre, il y a un certain nombre de documents qui sont obligatoirement versés. Il y en a une petite dizaine qui sont obligatoirement versés, notamment les comptes rendus d'hospitalisation, les lettres de liaison, de sortie et d'entrée d'hospitalisation. Ce sont des documents qui sont normalement obligatoirement versés par les professionnels de santé. Est-ce que ça va s'étendre? J'avoue que je ne sais pas. Est-ce que ça va s'étendre aux autres professionnels de santé? Je ne sais pas, probablement. Mais voilà, aujourd'hui, il y a un certain nombre de documents qui sont obligatoirement versés, mais ça reste une toute petite partie des documents. Si je peux rebondir, excuse-moi, c'est que des fois, moi, je me méfie toujours de oui, c'est automatique, oui. On s'aperçoit que des fois, il y a des bugs. Et nous, justement, le but, c'est d'essayer de comprendre d'où viennent ces potentiels bugs, pourquoi votre DMP n'est pas alimenté avec vos comptes rendus de consulte. Voilà, des fois, dans la grande masse, c'est vrai que c'est transmis. Peut-être que de manière ponctuelle ou plus ou moins ponctuelle, pour certains patients, il y a quelque chose qui est mal enregistré et on ne les transfère pas. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est tout ce qui est fait à la main, les ordonnances manuscrites ou autres, c'est difficilement intégré dans le DMP. Par les professionnels de santé. Donc c'est vrai que dès que vous avez une ordonnance manuscrite, vous pouvez déjà vous dire faut que je la prenne en photo et que je la mette dans mon DMP parce que le médecin ne l'aura pas fait. Ça, c'est quelque chose aussi, tout ce qui est manuscrit, c'est jamais dans le DMP. Et justement, vous demandiez par rapport au scan des documents, les professionnels de santé voient la distinction entre un document qui a été mis par un professionnel de santé et un document qui a été mis par le patient lui-même. Donc déjà, ils voient bien la différence. Donc ça permet de vérifier un peu plus effectivement si par exemple on voit que le patient a mis une ordonnance sur son espace santé, le docteur va pouvoir vérifier plus en détail après ce document. D'accord, il n'y a pas d'interprétation automatique. Non, il n'y a pas d'IA en tout cas intégrée pour ça. Non, c'est juste le professionnel de santé sait que ça a été mis par le patient ou ça a été mis par le professionnel et après, voilà, il adapte en fonction. Et après, vous parliez de Doctolib. Oui, effectivement, il y a une confusion. Il y a Doctolib qui existe en parallèle.
pour l'instant, il n'y a pas, l'État n'a pas vocation de supprimer Doctolib, pas du tout. Justement, ils essayent plutôt de faire une entente entre les deux institutions. Juste pour rappel, Doctolib, c'est quand même donc privé, comme vous l'avez dit, et tout le monde n'a pas Doctolib. Tous les professionnels de santé n'utilisent pas Doctolib, même si beaucoup l'utilisent. Tout le monde n'a pas forcément Doctolib. Donc, et tandis que l'espace santé, il y a vraiment tous les professionnels de santé qui peuvent y accéder. Donc, cette petite nuance et le fait que ce soit privé et pas privé. Mais après, effectivement, Doctolib répond à peu près au même. Il y a un espace santé dans Doctolib, en effet. On pourrait imaginer quand même que, avec l'accord du patient, mais que les documents versés dans Doctolib le soient automatiquement dans l'EMP. Oui. Le national. L'idée n'est pas de supprimer Doctolib, mais. Non. Justement, je sais que le national essaye d'établir une convention avec Doctolib pour voir qu'est-ce qui pourrait être échangé en matière de données entre Doctolib et mon espace santé. Qu'est-ce que l'espace santé pourrait donner à Doctolib et Doctolib pourrait donner à mon espace santé. De base, c'était pour les rendez-vous. Après, voilà, je ne sais pas où en sont les discussions, mais effectivement, qu'il y ait une complémentarité entre les deux. Et après, je me tais, c'est promis. Est-ce que, justement, là, on voit il peut y avoir des bugs, hein, Cyril nous a dit. Est-ce que il y a une sorte d'assistance possible pour les particuliers, pour faire remonter, voilà, moi, mon cas précis, là, qui visiblement, il y a un bug qui fait que je ne retrouve pas les comptes rendus. Alors, je ne parle pas que pour moi, parce qu'évidemment, j'ai très envie de présenter aux familles de l'AFM tout l'intérêt qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que si on peut retrouver tous les documents liés à leur suivi au CHU, au centre de référence, c'est un vrai plus. Donc, est-ce que, voilà, quand ça bug un peu, quand on n'a pas le lien, à qui peut-on faire appel? Et là, dans votre cas précis, il vaut mieux aller voir directement au niveau du CHU, voir parce que là, vous savez que ça vient du CHU, donc voir directement, ou alors si vous allez voir un médecin et que votre médecin n'alimente pas, lui demander lui-même directement pourquoi il n'alimente pas, est-ce qu'il consulte, etc. Sinon, il y a une assistance, c'est le 3422, numéro 3422 qui est gratuit et qui est accessible toute la semaine, du lundi au vendredi. Ça, c'est une assistance pour les usagers, pour plutôt si on a des questions, si on a des problèmes sur l'activation ou la connexion de mon espace santé, on peut les contacter. Ou alors, une fois que vous avez activé votre espace santé, il y a un formulaire contact, une aide quand vous allez sur votre petit bouton en haut. Vous avez aide, vous pouvez cliquer dessus et tout en bas, il y a une rubrique nous contacter. Et vous pouvez aussi contacter via ici. Sinon, c'est le 3422. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, malheureusement. Vous pourrez retrouver de toute façon sur la chaîne YouTube du CHU le replay dans quelques semaines. On termine toujours par la dernière petite question. Est-ce que vous avez trouvé ce webinaire utile? Est-ce que ça s'affiche chez vous? Oui. C'est bon? Et vous avez une deuxième page avec le nombre d'étoiles. Et j'en profite pour vous donner la prochaine date. Donc, ce sera le 15 janvier. On parlera de la vaccination des soignants, chez les patients. On sera en pleine épidémie, je pense. Donc, ce sera à fond dans le thème. Et on vous remercie tous. On vous souhaite de joyeuses fêtes. Et on vous dit à l'année prochaine. Et merci encore d'avoir été présents. Merci à Laurane, Cyril, les collègues de Laurane. Merci à tous pour votre présentation. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, bonne fête. Merci beaucoup. Bonne fin d'année. Au revoir. Merci.